Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Franck Albert. Je suis passe-président du Collège national des cardiologues hospitaliers. Et je suis très heureux de vous retrouver sur notre chaîne CNCH TV pour évoquer un peu la prise en charge des patients à proximité de l'angioplastie, notamment sur les dyslipidémies, avec la place aussi des inhibiteurs des PCSK9. Merci donc à Sanofi pour leur soutien institutionnel. Nous sommes plus d'une centaine inscrits pour ce webinaire de 30 minutes. Et j'ai le plaisir d'accueillir François Roubille, qui est professeur au CHU de Montpellier, qui est notre passe-président du groupe Insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie et qui était aussi passe-président du groupe Unité de soins intensifs. Donc bonjour François, on a le plaisir de t'accueillir, on te remercie beaucoup. Et donc l'idée, effectivement, c'est de nous donner un petit peu ta pratique quotidienne pour optimiser le traitement des patients à proximité d'une angioplastie coronaire et des patients qu'on a parfois aussi aux soins intensifs en post-syndrome coronaire. Et donc, je vais te Merci. laisser présenter ton caporal. Merci pour l'invitation. Et puis, effectivement, on va essayer de discuter de façon très pratico-pratique. Alors, normalement, vous devriez voir mes slides et ça me permet de parler au sens large de l'optimisation après l'angioplastie. Alors, j'ai aussi un certain nombre de conflits d'intérêts à déclarer, en particulier avec Sanofi, que je remercie pour l'organisation avec le groupe. Et puis, je suis très, très confortable là-dessus, puisque j'ai des conflits également avec les concurrents, Amgen ou Novartis. Alors, on va partir d'un cas clinique très simple, hein, c'est quelqu'un que vous avez pris en charge dans votre unité de soins intensifs, syndrome coronarien. Bon, vous voyez qu'il a quand même à l'entrée, comme c'est souvent le cas, bah, un LDL qui est pas, pas très bon. Alors, bon, la cible, on ne va pas vous faire voter, mais c'est pour discuter. Alors, vous le savez, en théorie, notre cible est à 0,55 grammes. Et comme il est à 1,78, souvent, je demande aux internes un peu s'ils pensent qu'ils vont atteindre leur objectif avec ce qu'ils prescrivent, c'est-à-dire une statine à haute intensité. Et en fait, parce qu'ils n'ont jamais de retour en fait sur les patients qui prescrivent, et ils ne prennent pas forcément conscience que statistiquement, on s'attend à une baisse de 50%. Alors, c'est très variable, bien sûr, d'un patient à l'autre, mais pas beaucoup plus sous statine forte dose, Rosuva à 20, Atorva à 80. Vous allez baisser et donc vous serez en dessous d'un gramme, peut-être à 0,7, mais certainement pas 0,55. Encore une fois, ça dépend des patients. Donc, comment l'atteindre? Ben, certainement pas. Alors, de deux options. Vous pouvez tout à fait attendre la vérification et à un mois, à 3 mois, refaire le bilan et vérifier que vous l'avez atteint ou non. C'est sûr que si le patient est déjà à 0,3 grammes, eh ben, tant mieux. Ça veut dire que vous aurez fait le job. Comment vous pouvez faire maintenant qu'il ne l'est pas? Alors, je vous ai dit, on baisse d'à peu près moitié. 0,90, c'est tout à fait crédible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Une bithérapie avec un rajout de l'ézetimibe. Un fibrate, bon, ça vraiment, c'est du domaine de l'hyperspécialiste, donc il n'y a pas de raison. Hein, c'est pas parce qu'il a des triglycérides à 2 grammes qu'on va lui mettre un fibrate. On va surtout lui rappeler les règles d'hygiéno-diététique. Il avait une hémoglobine à un peu plus de 7, il est passé à un peu moins de 7. Donc, probablement qu'il a déjà fait des efforts. Il était en surpoids. Bon, voilà, l'alimentation, l'alcool, tout ça pour les triglycérides. Est-ce qu'on va discuter d'emblée un anti-PCSK9? Je vais vous parler aussi d'un médicament que vous connaissez peut-être pas encore beaucoup. Est-ce qu'il faut le réhabiliter? Est-ce qu'il faut l'inciter à boire de l'alcool? Alors, on n'a pas mis dans les conflits d'intérêts le lobby de l'alcool, donc je vous laisse prendre connaissance de mes propositions. C'est discuté, hein, évidemment, c'est discutable. Bon, clairement, je pense qu'on sera tous d'accord, mais n'hésitez pas à réagir et je pense que Franck fera le commentaire si vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'on va associer à de l'ézetimibe. Et là, c'est assez facile puisque vous avez plein d'associations possibles avec les statines qu'on a citées tout à l'heure ou avec d'autres. Et donc, quand même, c'est efficace. Vous allez encore rajouter 15-20% de réduction et c'est normalement bien toléré. Il n'y a pas de raison que vous ayez d'intolérance en rajoutant des étimibes. Bon, bien sûr, la réhabilitation, c'est majeur. Hein. Vous avez vu qu'il a des triglycérides élevés, il a un surpoids, il sort d'un infarctus. Donc, de toute façon, bien sûr, il faut lui proposer la réhabilitation s'il ne l'a pas encore eu. Je ne sais pas si vous avez accès à la réhabilitation après un infarctus à la sortie d'hospitalisation. Nous, ce n'est pas le cas.
Et puis bien sûr, l'inciter à maintenir l'activité physique hein, par tous les moyens que vous voulez, application, insertion dans un groupe, enfin tout ce que vous voulez. Moi, j'ai une petite question juste pour Ouais, la discussion. Est-ce que ce patient, on a du mal effectivement aux soins intensifs à faire prescrire aux internes le combo d'emblée et ouais, souvent la stratégie, parce que c'est celle de l'ESC, c'est step by step. Mais bon, on ouais, connaît vos délais de consultation qui sont longs, on les revoit pas toujours à un mois, ces malades-là. Et c'est vrai, ouais. est-ce que dans ta pratique quotidienne, tu donnes d'emblée le combo, surtout si tu sais que le LDL, il est à 1,75 au départ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours le LDL, on l'a quelquefois que 48 heures après, donc on a déjà prescrit la statine. Comment tu fais en pratique? Bah, c'est une bonne question. Ça dépend quand même un peu du tableau clinique. Bon, le patient a 85 ans, on peut peut-être attendre de voir ce que ça donne à 3 mois. Il a 40 ans. Tu vois, là, c'est vraiment très embêtant parce que c'est vrai que c'est quand même l'air sous la courbe de l'exposition. Comme tu l'as dit, il peut tout à fait y avoir des ratés. Donc, je dirais que s'il est à 2 grammes, oui, clairement, on va commencer d'emblée la prescription, même si on est un petit peu en dehors des clous, sur l'association. S'il est en revanche, alors il y avait un consensus d'experts français qui proposait au-delà d'1,4 g d'emblée proposer une association, puisque l'idée c'est de dire 50% de baisse, on ne sera pas à 0,7 si on ne fait pas d'association. Et puis l'autre cas de figure quand même, c'est le patient qui est déjà sous statine, alors sous réserve qu'il l'apprenne bien sûr, parce que là ça veut dire que c'est un échec du traitement. Et donc ça, c'est une incitation vraiment à augmenter et à ne pas passer à côté, bien sûr, d'une forme familiale. Donc voilà, pour répondre à ta question, ce n'est pas du systématique, ça dépend quand même du tableau clinique. Mais c'est vrai qu'on en prescrit beaucoup hein, dans notre centre. Je crois qu'on est à presque 35%, si je me souviens bien, d'associations d'emblée après un syndrome coronarien en fonction du tableau clinique et du chiffre de départ. Donc ouais, tout à fait d'accord avec ta remarque. Ok. Bon alors voilà, il a fait beaucoup de choses. Vous voyez qu'il a fait d'autres événements. Il a fait un événement neurologique. Il est artéritique périphérique. Il a en revanche fait des efforts. Il a perdu du poids. Et malgré tout ça, il a un LDL qui est juste en dessous de la barre des 0,7. Il a un HDL qui n'est pas forcément très bon. Il a des triglycérides qui restent élevés. Alors qu'est-ce qu'on fait en sachant que du coup, vous avez compris qu'il est passé sous association Atorva forte dose ezetimibe. Bon, vous comprenez qu'on vous oriente vers la discussion des anti-PCSK9 et il a des triglycérides élevés, le Vascepa, je vais vous en reparler juste après. Alors vous allez me dire, ou tu vas me dire, et tu auras raison, 0,69, qu'est-ce que je fais pour les anti-PCSK9? Alors, je vous rappelle quand même que là, on est dans une situation où le patient est à haut risque cardiovasculaire et je voudrais d'emblée qu'on porte la discussion sur à la fois les lipides et sur le contexte du bonhomme. Il a fait, c'est pas anodin, il a fait un infarctus, il a fait un AVC ou un AIT, et il est en plus artéritique périphérique. Et il y a quand même les lignes bougent dans le concept du risque cardiovasculaire. Ça, c'est une belle slide que j'aime bien emprunter à Ridker, qui est un peu le pape de l'inflammation aux États-Unis, où il vous explique que si vous avez une CRP élevée, alors c'est tout à fait à droite, et un LDL élevé, bah, vous voyez que c'est aussi grave que si vous aviez que la CRP élevée. Et puis à gauche, les patients qui ont un LDL, indépendamment du LDL, si vous voulez, si vous avez une CRP basse, vous avez un risque cardiovasculaire qui est plus bas que si vous avez une CRP élevée. Alors ça, c'est pour vous dire que probablement que les lipides et l'inflammation sont importants. Je ne dis pas que l'inflammation est plus importante que les lipides, hein, mais enfin, les deux peuvent avoir un impact et que ça a sans doute des effets synergiques. Je dirais un mot après du côté synergique. Ça veut dire que le LDL, c'est une cible en soi, mais il y en a certainement d'autres. Il y a plein de cibles qui ont été proposées, plein de médicaments anti-inflammatoires, y compris des machins que vous connaissez, donnés par les rhumatologues, par exemple, des biothérapies anti-inflammatoires très puissantes. Et puis, vous entendez de plus en plus parler par les laboratoires de nouveaux acteurs, ou d'acteurs qu'on redécouvre, comme la LP petit a. La LP petit a, vous allez en entendre parler parce qu'il y a des médicaments qui sont en test et qui devraient, on espère, être disponibles dans les années qui viennent. C'est à la fois la, la voie lipidique et la voie inflammatoire. Donc ça, c'est quand même intéressant de garder en tête qu'il y a un lien entre les lipides et l'inflammation, et surtout que vous avez déjà des médicaments. Alors avant de vous parler des anti-PCSK9, j'aimerais quand même vous parler de la colchicine, parce que c'est beaucoup plus ancien, hein, 1820, l'identification de la structure chimique. Mais c'est probablement quand même très efficace. Alors, je ne vous fais pas le synopsis des études dans l'inflammation, mais je vous rappelle simplement que ça a été approuvé par un certain nombre d'agences
C'est approuvé par nos sociétés savantes avec un libellé qui était restrictif jusqu'à présent, 0,5 mg par jour, une classe 2B, c'est-à-dire vous pouviez le faire chez certains patients et lesquels bah, c'était prévention secondaire de maladies cardiovasculaires, donc le patient que je vous ai présenté, en particulier si les autres facteurs de risque sont insuffisamment contrôlés, typiquement c'est son cas, il est récidivant, ou en cas d'événement récidivant malgré une thérapeutique optimale, c'est son cas, il est sous association double, un LDL en dessous de 0,7, et malgré tout, il continue à faire des événements. Ça a conduit les Américains à avoir une indication un petit peu plus large. Bon, c'est les Américains, on s'en fiche. Ça a conduit surtout Santé Canada et la FDA, qui est quand même le Graal des médicaments, à approuver la colchicine. Et surtout, très récemment, donc la semaine dernière, le week-end dernier même, une amélioration des recommandations européennes qui vous propose cette fois, on va le lire ensemble parce que c'est intéressant, chez le patient athéritique, enfin avec coronaropathe, on va dire, euh, stable, coronarien chronique, comme on dit, la petite dose de colchicine, c'est-à-dire 0,5 mg par jour, doit être considérée, devrait être considérée, pardon. Donc, c'est pas maybe, hein, c'est should be. On change de recommandation. C'est pas vous pouvez le faire si vous avez envie. Là, c'est vous devriez le faire pour réduire les infarctus, les AVC, la revascularisation. Et c'est le niveau de recommandation 2A. Autrement dit, c'est plus à quel patient il faut le faire, mais c'est à quel patient on ne doit pas le faire. C'est très très peu. D'une façon générale, ça doit faire partie de votre ordonnance. Ça, c'est une vraie nouveauté. On est assez content parce qu'on a eu beaucoup de mal, parce qu'on n'était pas supporté par nos amis de l'industrie, qui eux sont plus efficaces que nous pour faire passer les messages sans doute. Le message que les scientifiques comme les industriels font passer à juste titre, c'est que en dehors, à côté de l'inflammation, vous avez les lipides, et que là, pour le coup, plus c'est bas, mieux c'est. Alors, plus c'est bas, mieux c'est. Pour vous amener aux anti-PCSK9, il faut avoir en tête quand même ces courbes. Alors, ça, c'est des courbes de régression toutes bêtes, hein. Vous avez les événements, en ordonnée, le taux de réduction des événements cliniques, et en abscisse, le taux de réduction du LDL. Vous voyez que c'est vraiment très linéaire. Alors, d'abord, d'accord, là, c'est un peu artificiel. On fait couper la ligne au zéro. C'est pas parce que vous avez un LDL à zéro que vous ne ferez pas d'événement cardiovasculaire, quoique. Donc, il y a bien sûr une zone là où un peu incertaine, mais les réflexions, je ne vais pas vous montrer toutes les études, mais les réflexions, c'est de dire que quand vous êtes entre 1 et 0,7, vaut mieux être du côté de 0,7 que de 1 gramme. Quand vous êtes maintenant avec le seuil de 0,55, pourquoi on a mis ça? Parce qu'on a montré que si vous êtes en dessous de 0,55, vous faites moins d'événements que si vous êtes entre 0,55 et 0,7. Et puis même, on a des chiffres à 0,4, voire à 0,3, ou pareil, dans les analyses des études que je vais vous rappeler sur les anti-PCSK9, plus on est bas, plus on réduit les événements. En sécurité, pas de sur-risque, en particulier cognitif, de diabète ou autre qui avait été évoqué au début. Donc ça, c'est un élément important à garder en tête. Il y a encore quelques années, c'est moins le cas maintenant, mais on voyait des collègues alarmés parce que le LDL était très très bas et qui avaient tendance à réduire la statine, voire à l'arrêter sous anti-PCSK9. Ça, c'est un mésusage. Hein, faut le rappeler. Normalement, il n'y a pas de raison, si la statine est tolérée, de ne pas la continuer sous anti-PCSK9. Et il vaut mieux que vous soyez à 0,2 g qu'à 0,5. S'il n'y a pas d'effet secondaire, aucune raison de changer. Au contraire, il faut rassurer le patient, il faut rassurer le médecin, rassurer le cardiologue parfois. Expliquer aux biologistes que c'est pas possible qu'ils vous rendent un LDL négatif. Je les garde, moi, c'est des pépites. On vous rend un LDL à moins quelque chose. C'est pas possible, en fait, sur le plan biologique. Et c'est toujours amusant de prendre les biologistes la main dans le sac. C'est tellement bas que leurs systèmes de calcul sont faux. Et ça montre quand même l'efficacité de vos thérapeutiques. C'est plutôt amusant. Un petit rappel, mais je vous rassure, ça va être simple. Juste pour vous rappeler que les anti-PCSK9, ça cible la PCSK9, qui est cette fameuse machin qui est écrit en rouge, qui est une protéine chaperone qui vient aider au recyclage du récepteur au LDL. Alors, ça se passe dans la cellule hépatique principalement. Ça va vous permettre, du coup, d'exposer le récepteur au LDL, de capter le LDL et de favoriser la dégradation, enfin, l'évacuation du LDL, en particulier dans le tube digestif. C'est pour ça que ça marche bien en association aussi avec les éthymibes. Et donc, l'anti-PCSK9 va empêcher la dégradation de cette protéine et va donc favoriser l'augmentation du recyclage du récepteur. Je pense que c'est des mécanismes que vous connaissez, mais il faut quand même le rappeler parce que ça explique que ça agit dans la lumière enfin, en dehors, en extracellulaire. Ce sont des anticorps. Et vous verrez après qu'il y a peut-être d'autres cibles également.
C'est évoqué ici. On pourrait probablement agir sur la production de la protéine, en particulier par des ARN interférents. On va en reparler. Alors, Sanofi a développé un programme ambitieux, en particulier avec l'étude Odyssée, qui est l'alirocumab après un syndrome coronarien aigu. Je ne vais pas vous faire toutes les slides, je vous rassure, mais c'est juste pour vous remontrer l'impact. Alors, c'est des gens qui partent, après un syndrome coronarien, ils sont en dessous de 1 gramme de LDL. Et puis, vous voyez, dans le bras placebo, ben, il y a quand même l'effet de l'étude où ils sont particulièrement bien suivis, ils baissent un petit peu, puis après ils sont stables. Puis en rouge, vous avez l'effet de l'alirocumab qui est majeur, hein, réduction de 60% du LDL. Et vous voyez aussi que les patients qui arrêtent, qui reprennent les traitements, bah, il y a quand même un effet rémanent. Ça doit être rassurant également pour votre utilisation. Je pense qu'on a tous les mêmes. On a des patients qui oublient, qui se trompent dans la dose. Alors moi, je les rassure, je leur dis que ça n'a aucune gravité. Il faut éviter, évidemment. Enfin, s'ils ont oublié la dose, ils peuvent tout à fait le faire le dimanche d'après. S'ils se sont trompés, ils ont fait 2 doses 3 jours trop tôt, ça n'a absolument aucune incidence. Donc, essayez de les rassurer. Vous ne pouvez pas les revoir pour le renouvellement parce que ils vont être en manque pendant 15 jours. Ce n'est pas un drame, il y a un effet rémanent. On travaille dans la durée. Voilà, c'est ça qui est important, hein. Il vaut mieux que votre patient, vous le gardiez des années sous traitement avec quelques trous, qu'il arrête au bout de 6 mois. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça réduit les événements cardiaques majeurs, hein, et vous voyez, assez tôt, parce que c'est des patients qui font peu d'événements. À regarder, on est à 1 an, 4% d'événements cardiaques. C'est des patients qui sont très très bien traités. C'est des vrais patients coronariens de maintenant qui font pas grand-chose en fait. Et donc, quand on cumule la mort cardiovasculaire, l'infarctus non fatal, de l'AVC et la revascularisation non prévue, bah, vous voyez qu'ils font pas énormément d'événements et qu'il va falloir un certain temps, hein. C'est l'air sous la courbe qui va permettre de réduire, mais qui réduit de façon très significative. 15% de réduction des événements cardiaques majeurs chez des patients coronariens déjà bien traités, bah, c'est quand même un excellent résultat. Alors ça, c'est des courbes, c'est des chiffres que je vous montre également pour les composants du critère composite, parce qu'en insuffisance cardiaque, je vous dis souvent, c'est surtout les hospitalisations qui sont réduites, et je suis un peu déçu, mais là, ce n'est pas le cas, hein. Ça réduit vraiment des événements cardiaques importants. L'infarctus, ça vous parle, mais bon, réduire l'AVC, c'est quand même pas anodin non plus. Dans les critères d'efficacité, vous voyez que d'autres critères composites sont réduits. Sur un plan statistique, je ne vais pas détailler, il y a des trucs qui ne sortent pas, donc je ne suis pas censé vous montrer la slide où ça réduit même la mortalité toute cause, qui est évidemment le Graal pour tout clinicien et les cardiologues que nous sommes en particulier. Mais enfin bon, sachez que quand même les éléments exploratoires vont dans le bon sens, vont vraiment très loin dans le bon sens pour ça. Les courbes que je ne dois pas vous montrer sur la mortalité toute cause où bah, ça suit ce que je vous ai montré, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, ça diverge sur les événements cardiaques majeurs et au bout d'1 an et demi, 2 ans, vous avez une baisse de la mortalité, même si en théorie, c'est un chiffre qui ne peut pas être retenu pour des raisons statistiques. Donc j'espère vous avoir montré que les anti-PCSK9, il faut y aller. Alors chez ce patient à 0,69, est-ce que je l'ai prescrit ou pas? Là encore, ça dépend du tableau. Ce gars-là, il est quand même très récidivant, il est à très haut risque, donc lui, il faut qu'il ait sa colchicine et il faut qu'il ait son anti-PCSK9. Et sur la feuille d'entente préalable, bah, il a sa statine forte dose, il a son ezetimibe et il a un LDL à 0,71 parce qu'il y a quand même 5% de marge de manœuvre, D'accord. enfin, de marge Après, tu d'erreur. parles des innovations. Ouais. Donc, on a bien compris en prévention secondaire, ce d'autant plus que le sujet est jeune, c'est 0,55 voire 0,40 s'il récidive. Et donc, Oui. il faut faire le plus bas possible associé à la colchicine. Alors, quid du patient en prévention primaire qui a très haut risque? Parce que c'est vrai que dans les recommandations, c'est aussi 0,55, un score calcique supérieur à 400. Et en pratique quotidienne, c'est pas toujours facile à faire accepter aux patients des combos. Ils ont les problèmes de tolérance des statines, alors qu'ils n'ont pas fait d'événement encore, on va dire. Et puis les PCSK9, on est un peu coincé. Donc, comment tu fais en pratique? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. La prévention primo-secondaire, c'est-à-dire la prévention primaire à très haut risque, c'est compliqué. Alors d'abord, probablement, on a le temps quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste après. Après le syndrome coronarien, il faut agir vite. Pourquoi? Parce que le risque, il est cumulatif dans le temps, mais il est quand même majeur dans les mois qui suivent. Et donc, bah, il faut agir vite. C'est pour ça la discussion sur l'instauration d'emblée de la bithérapie, les anti-PCSK9 au premier contrôle, le patient dérape, etc. En prévention primo-secondaire, il n'y a pas encore eu d'événement.
on a un peu le temps et là encore, on travaille pour la durée, on va travailler pour les 30 ans qui viennent. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, il faut obtenir l'adhésion du patient. Les combos marchent bien quand même, y compris à petite dose. Alors, on va peut-être pas partir sur Atorva 80, mais Atorva 10, Ezetimibe 10, Rosuva 5, Ezetimibe, parfois ça aide quand même bien pour amorcer la discussion. Puis après, on voit l'exemple sur les prises de sang. Les patients font leur contrôle, enfin, font leur test eux-mêmes, hein, ils arrêtent, ils voient que ça remonte. Mhm. Et les anti-PCSK9, je vais les amener un peu plus progressivement. En prévention primo-secondaire, il faut essayer de ne pas passer à côté quand même des formes familiales où là, les anti-PCSK9 sont vraiment d'une grande aide. Oui, d'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question. Si, je suis d'accord. C'est un peu le. On peut jouer sur ça aussi. Ouais. Alors, Euh, je reprends juste là. Je crois que le partage a été supprimé. ouais, Je reprends ton reprends. partage sur les innovations. Alors, sur les innovations, je ne vais pas vous abreuver d'innovation, je vous rassure, mais juste pour vous dire quand même qu'il y a des médicaments qui ont montré l'effet plutôt sur la voie des triglycérides. C'est l'icosapenthétile, pardon, qui serait disponible probablement dans les mois ou années qui viennent. Alors, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Le nom commercial, c'est le Vascepa. Et donc, vous commencez à en entendre parler. Je pense qu'il faut le savoir quand même parce que ça sera en plus et ça sera normalement une prescription de cardiologue. Même chez les gens, alors, le libellé, ça sera probablement des événements, de la prévention secondaire, peut-être des diabétiques à très haut risque, avec des LDL, des triglycérides, pardon, lapsus, supérieurs à 1,5 g malgré la statine, malgré les règles hygiéno-diététiques. Donc ça, sans doute, on va vous en parler dans les prochains mois, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le médicament. Et là, actuellement, de ce qu'on sait, ce sont des discussions de prix, où le médicament serait probablement disponible sous la forme de gélules, matin et soir. Voilà, donc à attendre la confirmation de ça. La C'est deuxième vrai innovation, C'est pardon. vrai que juste un petit mot, parce que c'est une étude Reducit qui m'a beaucoup impressionné, parce que tu as une baisse quand même de la mortalité cardiovasculaire, Ouais, une baisse des événements cardiovasculaires. C'est de l'EPA purifié, en fait. C'est vrai qu'il y a longtemps, les ouais. patients comme moi, on prescrivait de l'Omacor, on leur donnait 12 grammes, ils avaient une haleine de poisson. Bon, là, il n'y a pas trop d'effets secondaires. Il y a peut-être un surcroît de fibrillation atriale, dont il y a une précaution après. Oui, c'est ça. Alors, il y a peut-être une alerte sur l'augmentation de la fibrillation auriculaire, tu as tout à fait raison. Régulation atriale. En revanche, c'est un truc de synthèse à très forte dose. Donc, il n'y a pas du tout, c'est pas les huiles de poisson purifiées et tout ça. Donc, il n'y a pas d'éructation. Le gars sent pas le saumon pendant 3 jours. Donc, on a très très bonne tolérance dans les études, mais j'en ai pas d'expérience hein, puisque je ne l'ai jamais prescrit. Je vous rapporte ce que j'ai lu. Et effectivement, une efficacité qui est quand même spectaculaire. On a l'impression qu'on agit quand même sur une autre voie, une voie, c'est pas le LDL, ça fait un peu réduire le LDL, mais c'est probablement pas la cible. On agit vraiment dans cette ambiance métabolique, peut-être justement sur l'inflammation aussi un peu. Voilà, donc il faudra qu'on s'en fasse notre expérience et il y a des petits warnings. C'est pas contre-indiqué, mais il y a une surveillance chez les patients qui ont présenté des épisodes de FA. Ouais. On est toujours en prévention secondaire, là, hein. Prévention secondaire. Ouais. OK. L'autre innovation, je vous en parle parce que le médicament devrait être disponible dans certaines indications, c'est l'inclisiran, qui est un ARN interférent. Ça agit, on va dire que c'est un anti-PCSK9-like, sauf qu'au lieu de le donner tous les 15 jours ou tous les mois, ça sera donné tous les 6 mois. Donc ça, c'est un avantage intéressant. Peut-être même tous les ans. Bon, ça, il faudra qu'on voit. Et donc, bah, vous voyez, l'impact sur la courbe du LDL vous rappelle quand même beaucoup ce que vous avez vu sur les anti-PCSK9. Donc ça, c'est du futur, hein, c'est pas disponible. Et des études sont en cours sur la morbimortalité. Donc, il faudra voir si ça confirme ou pas les données très prometteuses, en sachant que bien sûr, l'inclisiran n'est pas testé contre un anti-PCSK9. Donc, on pourra toujours discuter, bien sûr, le bras comparateur. Juste un petit mot parce que j'ai essayé de voir un petit peu ce qui était euh, d'actualité autour de la lirocumab. Je trouvais un papier assez intéressant, je vous recommande. Il y a beaucoup de cardiologues interventionnels qui sont connectés ce soir. Bah, c'est quand même assez sympa de voir les caractéristiques de la plaque et l'impact du traitement. Donc, il y a des études qui sont difficiles à mener, mais qui sont vraiment intéressantes, où vous faites de la description en imagerie endocoronaire, je ne rentre pas dans le détail, mais qui n'est pas que des ultrasons, qui n'est pas que de la lumière, où vous allez essayer d'analyser la composition de la plaque et voir la régression
la modification, la stabilité, bon, alors c'est très discutable sur le plan physiopathe. Enfin, c'est voilà, c'est assez bien discuté dans le papier que je vous recommande si vous avez envie d'occuper votre soirée. Ok. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, alors ça, c'est assez intéressant. C'est un travail proposé par des collègues français qui ont essayé de faire ce qu'on appelle, là aussi, des études prédictives, en quelque sorte. Enfin, ils font des modèles mathématiques pour essayer de voir si on est capable de reproduire les résultats des études. C'est-à-dire qu'ils voient les mécanismes, la baisse du LDL, l'impact sur tel et tel truc, ils mettent ça dans des modèles mathématiques avec de l'intelligence artificielle. Ça fait un peu magique, mais c'est un peu ça quand même. Ils agitent bien, il retourne et puis il voit ce que ça donne. Et donc, si vous voulez regarder, c'est l'équipe de Denis Moulevent, entre autres, qui travaille là-dessus à Tours. Et c'est assez joli parce qu'ils arrivent à reproduire l'impact des anti-PCSK9. Donc, c'est assez rassurant. Voilà, je terminerai juste en reprenant les recommandations toutes fraîches qui ne changent rien de ce que vous connaissez déjà. Niveau de recommandation 1, il n'y a pas de discussion. Niveau de preuve A, niveau de preuve, on ne peut pas faire mieux. Sur le chiffre que tu as rappelé à 0,55 pour la plus grosse dose possible de statine bien tolérée chez les patients coronariens. Donc il y a la cible, mais il y a aussi la dose tolérée. Le gars qui a forte dose, qui le tolère bien, il n'y a aucune raison de le baisser. Puis en plus, moi j'aime bien quand même garder cette marge de discussion avec le patient. On va baisser la dose parce que je comprends bien que de temps en temps il peut moins bien le tolérer. On va espacer, on va faire une association avec les éthymiques pour baisser la dose. C'est ce qui est proposé aussi ici. Donc rien de neuf sous le soleil. Et puis les anti-PCSK9, bah, vous voyez, hein, ils ne parlent pas de cible hein, dans les scientifiques, ils ne parlent pas de cible, ils disent dose maximale de statine et d'élétimib, pas la cible. Niveau de recommandation 1, niveau de preuve A, il n'y a pas de discussion. Donc c'est franco-français de mettre le remboursement à 0,7. Et donc, faut quand même, enfin, je pense qu'il faut avoir en tête surtout le bénéfice pour notre patient. Sûr. Bon, l'incite bempédoïque, on l'a pas, donc ça, on va pas s'attarder dessus. Et puis, tu l'as évoqué, hein, chez des patients à très haut risque, la cible à 0,4 qui n'est pas toujours facile, qu'on peut atteindre hein, quand même chez des patients qui n'ont pas d'effets secondaires, qui sont observants. Franchement, c'est assez, enfin, c'est pas impossible à obtenir. Voilà, j'espère que j'ai fait un panorama pas trop rébarbatif des. Non, non, c'est une très belle synthèse, assez pratique. Alors, il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu peux me donner tes deux coups de cœur de l'ESC, puisque l'ESC vient de se terminer, qui était Oui, à alors tu as vu, Londres? j'ai même fait un peu d'intelligence artificielle pour vous créer un logo ESC, cardiologue, CNCH, tu vois. Alors, bah, mes coups de cœur, bah, il y a l'étude française qui a fait couler pas mal d'encre sur Abyss sur l'arrêt des bêta-bloquants chez le coronarien, bon, qui est très discuté. Ce que j'en retiens, c'est que tu peux arrêter le bêta-bloquant, qu'en revanche, il y a la pression, la fréquence, tout un tas de trucs qui remontent. Et donc, bah, ça conforte ce que vous faites dans votre pratique. C'est-à-dire que quand tu as envie de l'arrêter parce que le patient est très bradycarde, bah, tu le diminues, tu l'arrêtes. Si le patient est bien toléré, c'est un peu comme les statines, on peut le garder. Enfin, je crois que ça conforte un peu ce que tu fais en pratique. Et nous, on a présenté également un travail dans l'insuffisance cardiaque montrant qu'on était capable, avec un simple courrier d'incitation envoyé par l'assurance maladie, à augmenter beaucoup, beaucoup la vaccination contre le pneumocoque chez nos patients insuffisants cardiaques. Et on va avoir les effets sur les effets cliniques dans les prochains mois. D'accord. Bien, eh ben, merci François. C'est l'heure donc de la fin. Vous pourrez nous retrouver dès demain en fait sur le replay pour ceux qui n'ont pas pu être en direct. Le prochain webinaire, c'est le 19 septembre sur le suivi des patients porteurs d'un moniteur implantable avec notre président, le docteur Amara. Et surtout, retrouvez-nous à Paris au congrès annuel le 20 novembre, c'est au Paris Novotel. On vous attend et donc à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.